Et donc pour cette masterclass, on va recevoir Mr. Nothing Personal, It's Just Business. Je parle bien de Didier Akwete, le fondateur de AfriSearch. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci. Herman. Merci. Rebonjour à tous. Je ne sens pas de vibration dans la salle. Bon, ça y est, je sens une salle bien éveillée. Eh bien, ravi de vous revoir. Herman, c'est toujours mettre les mots qu'il faut sur les thèmes. Et après, on doit essayer de coller les mots qu'il a annoncés avec notre intervention. Et le sujet sur lequel il voulait qu'on partage un peu nos expériences, c'est sur la prise de décision. Alors, ils disent, faut pas tourner autour du pot, faut faire ça à l'arrache. Bon, c'est pas toujours simple. Hein. Et je crois qu'en tant que dirigeant, vous avez tous eu à prendre des décisions. Et quelles qu'elles soient, il y a toujours un choix à faire. Alors, je vais peut-être poser une première question. Qui est-ce qui a eu à prendre une décision très difficile l'année dernière? Et qu'est-ce qu'il considère comme une décision très difficile? Dans le cadre du boulot, bien sûr. Où c'était un long fleuve tranquille, l'année 2022. Une décision très difficile. Oui, madame. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle. Je ne vais peut-être pas la nommer comme étant une décision difficile, très difficile, mais quand même assez difficile. Donc, il s'agissait donc de rafraîchir le parc d'employés, si je peux m'exprimer ainsi, et donc de libérer certains des postes qui figurent dans mon organigramme. La question ici, c'est quelqu'un qui... donc de libérer une personne qui excusez-moi, je vais reprendre. J'avais deux choix. Alors, 2 personnes devraient être libérées. Une personne avec une capacité assez rare, donc on ne retrouve pas facilement sur le marché, et qui ne performe pas forcément des lumières, et une personne qui ne performait pas. Et le point, c'était, est-ce que j'accepte de libérer les 2 personnes, ou bien je garde la personne avec une capacité plutôt rare, même si je sais que je n'aurai pas forcément les résultats, et que je libère la personne qui ne délivrait pas. La difficulté se trouvait dans le sens où j'avais besoin de performance, et donc que malheureusement j'ai dû garder la personne qui avait la spécialité et qui ne délivrait pas. Donc c'est une décision pour moi qui est difficile dans la mesure où je dois toujours composer avec cette personne-là et avoir toujours en tête de performer en 2023 alors que j'avais la possibilité de m'en libérer en 2022. Donc je ne sais pas si c'est très difficile, mais c'est une situation qui a été quand même assez compliquée à gérer. D'accord, donc décision difficile à prendre. Et quel est le coût pour vous de cette décision aujourd'hui en 2023, ou comment vous appréhendez le coût pour vous de cette décision? Bon, j'ai un cas spécifique ce matin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je me retrouve avec une situation que cette personne aurait dû mieux gérer. Et la situation n'a pas été gérée correctement et je me retrouve en crise là maintenant. Et ça veut dire que au lieu d'être rassurée que lorsque je ne suis pas sur place ou bien qu'une situation se pose, je ne sais pas compter à 100% sur cette personne alors que le rôle qu'elle joue est quand même assez important. Donc je dois composer avec jusqu'à ce que je trouve une autre ressource. Et du coup, avec du recul, c'était une bonne décision que vous avez prise ou vous dites c'était pas une si bonne décision?
Pour le moment, je ne sais pas honnêtement dire si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise décision. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai préféré prendre le risque de ne pas avoir du tout de résultats, du tout, et d'accepter de gérer au cas par cas certaines situations qui viendraient. Donc, voilà. Très bien. Merci, madame. Une autre expérience à partager, une décision qui vous a paru difficile à prendre? Bon, on dirait que 2023 était une année, 2022 était une année peinard, là. Hein. Bon, une décision pas très difficile que vous avez eu à prendre. Décision facile. Vous prenez des décisions toute la journée. Décision facile. Qui a pris une décision facile et qui se dit vraiment génial d'avoir pris cette décision? Prenez pas de décision. Decision makers, où sont les patrons dans la salle là qui prennent les décisions? Pourquoi vous ne voulez pas partager vos décisions difficiles ou moins difficiles? Pardon? Ah bah, allez-y, 2021. C'est pas si loin que ça. Il est juste là. Oui, il est juste là. Bonjour à tous. Alors, c'était en 2021. J'étais avec Wave et on avait lancé Wave au Bénin. On avait déjà recruté à peu près 123 personnes. Ah? Un peu plus fort. Est-ce que le micro est ouvert? Oui, okay. C'est ouvert. On avait déjà recruté à peu près 123 personnes. Et disons que côté business, on était également avancé. On avait déjà tout ce qui était agrément. On s'apprêtait vraiment à faire le kick-off. Et à la dernière minute, quand on a fait le calcul, quand on a fait le return on investment, on a vu que, bon, je suis désolé, mais on a vu que le Bénin, c'était un petit pays. Et qu'en termes d'investissement, c'était pas... Un petit marché. Voilà, c'est un petit marché. Voilà, little market. Et en termes de retour sur investissement, ça n'en valait pas vraiment le coup. Donc, on a décidé de shut down. Mais on avait déjà recruté ces personnes-là, des gens qui travaillaient à MTN, des gens qui étaient à des postes déjà, je dirais, très élevés, des gens qui avaient déjà des responsabilités, qu'on a convaincus de nous rejoindre. Et là, il fallait libérer ces personnes-là, je dirais sans préavis. Et en ce moment, j'étais HR. Et on dit, OK, tu dois annoncer en fait à ces personnes-là que finalement, elles ne pourront pas commencer. Celles qui avaient déjà commencé, les personnes qui avaient déjà commencé, il fallait leur dire également qu'on allait mettre fin à leur contrat. Donc, c'est quelque chose qui pose un gros problème parce que on avait déjà recruté ces personnes-là et ces personnes-là avaient déjà pris des engagements beaucoup. Et il fallait leur annoncer ça. Mais en termes de décision difficile, c'était maintenant de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ceux qu'on a déjà recrutés. Parce qu'ils étaient près de 100, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et une des solutions qui a été proposée, c'est de les dispatcher dans les autres pays où on était déjà, mais c'était trop cher en termes de coûts. Et la solution la plus simple, c'était de les licencier. Et à la fin, il fallait vraiment faire un choix. Soit on les garde, soit on les licencie. Et on prend le coup sur nous parce qu'on savait que ça allait faire du bruit en fait dans les journaux et tout. Mais c'était la solution la plus simple. Parce qu'en ce moment, c'était, comment dire, le Bénin, c'était une erreur de calcul. Voilà. Et comment déjà leur expliquer ça sans les frustrer, sans les vexer, et comment pouvoir les accompagner dedans. Donc, bon, finalement, on a fait le choix de les licencier et donner un accompagnement sur, je pense, 4 mois. 5... Si vous gardiez toutes ces personnes-là alors que le marché n'était pas à taille, vous aurez perdu de l'argent de toute façon. Donc, c'est une décision de survie. OK. Je crois qu'il y a une main qui se lève derrière, oui. Une dernière main et... Bonjour, monsieur à côté. Bonjour, monsieur. Une décision que j'ai eu à prendre l'année dernière, c'était de revoir le mode de commissionnement de mes commerciaux.
Pour être plus précis, j'avais des commerciaux dans le cadre de mon travail qui avaient une rémunération fixe plus une part variable en fonction de leur performance. C'est une situation que j'ai trouvée en arrivant. En analysant sur, on va dire, 2 années, je me suis rendu compte en réalité que la partie fixe était très confortable. Et derrière cette partie fixe, en fait, est un frein à la productivité dans la mesure où certains commerciaux s'en contentaient, pouvaient vivre avec tranquillement, et du coup, il n'y avait pas de productivité derrière. Donc, j'ai décidé de renforcer en fait le taux de commission de la partie variable et de diminuer une partie, en fait, la partie fixe. Bon, c'était difficile parce qu'il y a eu une fronde à un moment donné. Bon, fort heureusement, j'ai été soutenu par mon directeur général qui a compris pourquoi, puisque l'entreprise perdait de l'argent clairement dans ce type de commissionnement. Ça a été difficile au départ parce que bon, la fronde, ça fait des vagues, ça gronde, mais finalement, les commerciaux performants, malgré ça, sont restés toujours performants. Et ceux qui ne l'étaient pas, bien évidemment, on a été obligé de s'en séparer à un moment donné. Voilà. Donc, c'est une décision qu'il faut prendre à un moment donné, mais c'est une décision de gestion pour la performance de l'entreprise également. Voilà. Très bien. Merci. Donc, en fait, vous voyez, merci, monsieur. À travers ces 3 exemples, effectivement, je suis sûr que vous avez tous plus ou moins vécu des situations assez proches où, pour des raisons de performance opérationnelle ou stratégique, vous devez prendre une décision. Quand on s'était vu à Dakar, ceux qui étaient à Dakar, on parlait de performance d'équipe et de décision aussi par rapport à vos équipes. Et je vous rappelais effectivement que les décisions opérationnelles sont parfois simples, mais parfois compliquées à prendre parce que vous avez un écosystème d'acteurs qui en fait vont influencer dans votre décision. Lorsque vous avez des actionnaires qui disent en termes de performance, voilà ce qu'il nous faut, vous avez des équipes qui disent la performance n'est pas possible parce que nous n'avons pas l'organisation, nous n'avons pas les outils, vous faites quoi? Vous êtes coincé entre vos actionnaires qui peuvent vous virer du jour au lendemain et vos employés que vous devez motiver pour arriver à leur objectif alors qu'ils vous disent ça ne peut pas fonctionner. Et donc, on est coincé en permanence entre un écosystème d'acteurs quand on prend nos décisions. C'est pour ça que c'est pas si simple. Après, en termes d'impact, la décision, si vous prenez une mauvaise décision sur un marché, le marché se retourne, le marché vous casse la gueule et on dit merci monsieur, nothing personal, just business, et on vous dit au revoir, ou on vous dit génial. Il faut que vous gardiez à l'esprit. Et donc, dans les décisions difficiles, la question qui nous fait, en fait, à chaque fois, qui nous taraude, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Bon, hier, je vous parlais de l'exemple de cette mission un peu compliquée qui a été mal gérée par le client, où effectivement, il y a un contexte qui n'est pas du tout bon pour nous par rapport à ce que le client dit, avec un écosystème d'acteurs qui est assez lourd, parce que dans tout ça, ce que j'ai pas dit, c'est que vous aviez les ministres qui se réunissaient pour discuter de ça, et les chefs d'État qui se réunissaient pour discuter de ça. Donc vous avez un écosystème d'acteurs qui peut influencer votre capacité de décision, ou un ministre vous appelle en disant, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça ou pareil, il y a un conseil des ministres, et donc le sujet est brûlant, le sujet est chaud. Mais vous décidez quand même en disant, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut communiquer au marché, qui va permettre aussi à la compagnie de garder sa réputation, c'est de dire, voilà ce qui s'est passé. Donc vous prenez une décision rapide, qui peut influencer les acteurs de l'écosystème, vos acteurs internes aussi, parce que vous avez des collaborateurs, mais in fine, qu'est-ce qui comptait le plus? Qu'est-ce qui comptait le plus? 1, sauver la réputation du cabinet, et puis 2, relater les faits. Donc le processus de décision
n'est pas simple, c'est vrai, mais à condition de bien hiérarchiser les informations et la nature de la décision que vous allez prendre. Et donc, quand vous êtes en entreprise et que vous avez cette pyramide, que je suis sûr vous connaissez tous parce que dans les décisions, vous avez généralement 3 niveaux de décision. Et une décision qui est stratégique. Alors ça, monsieur dit, le marché est trop étroit, on va peut-être pas gagner de l'argent, on va peut-être en perdre, les actionnaires vont nous virer. Si on ne décide pas de virer tout le monde, eh bien on décide de virer tout le monde. C'est une décision stratégique. L'exemple que je donnais, c'est une décision stratégique, c'est-à-dire une décision qui est aussi simple que ça de dire on communique une information qui, a priori comme ça, est une décision très simple. On dit voilà, il y a un fait qui est relaté, et ben faut juste dire voilà ce qui s'est passé. C'est une décision stratégique parce que ça peut remettre en question la vie de l'entreprise. Et donc systématiquement, dans les processus de décision, il faut que vous sachiez, et je sais que vous le savez, à quel niveau de la pyramide nous sommes. Mais encore faudrait-il situer le contexte au bon niveau. Et c'est là où parfois on se trompe. Je dois prendre un avion, par exemple. Décision très simple. On me propose 2 routings. Très simple. Je dis, je prends tel routing. Ça répond à quoi? Est-ce que c'est parce que je veux arriver plus vite? Est-ce que je veux être sûr d'arriver? Je mets plus de temps, mais je suis sûr d'arriver. Parce que le séminaire de Dubaï est très important. Je ne prends pas une compagnie qui me fait arriver en retard, mais qui me fait arriver plus vite s'ils sont à l'heure. Ou je prends un routing plus long, je suis sûr d'arriver. Donc en réalité, la décision qu'on doit prendre, il faut qu'on s'assure qu'on la positionne au bon niveau de la pyramide. Et le bon niveau de la pyramide en tant que dirigeant, quand vous regardez donc le détail des décisions et à quel niveau vous vous situez, on parle de décisions stratégiques. Exemple, est-ce que vous fusionnez avec une autre compagnie? C'est très stratégique comme décision. Ça se prend pas au niveau de collaborateurs, ça se prend au niveau des patrons que vous êtes. Donc, vous regardez qui fait la décision, nous sommes au niveau du top management. Deuxième niveau de décision, ce qu'on appelle les décisions tactiques. Qu'est-ce qu'on fait pour faciliter la mise en œuvre de la fusion si une fois que la décision a été prise? Eh bien, on commence à descendre au niveau des managers et les décisions plus opérationnelles, c'est au niveau des employés. Donc, dans la construction de la décision, en tant que dirigeant, vous devez savoir où vous vous positionnez, mais surtout dans la manière dont ça va flow vers le bas, qui va faire quoi, et si bien sûr, ils approuvent la décision. Parfois, ils peuvent ne pas l'approuver. Hier, Dominique parlait d'exemple du groupe NCA, où de temps à autre, vous avez des décisions difficiles parce que le régulateur vous dit, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, et vous savez qu'a priori, il n'a peut-être pas tout à fait raison, mais vous savez qu'il a droit de vie et de mort sur vous. Et donc, comme la décision que le régulateur va prendre peut impacter votre entreprise, donc la stratégie, voire la survie, vous allez quand même la prendre, et ensuite vous allez dire au manager, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Ils vont dire, oui, mais c'est pas possible. Techniquement, c'est compliqué. Et ben oui, vous allez le faire quand même, parce que si vous ne le faites pas, nous avons une décision qui est beaucoup plus risquée, plus importante du régulateur qui peut mettre fin à la vie de l'entreprise. Donc, très important de positionner la décision que vous allez prendre au bon niveau pour prendre la décision. Et Herman disait dans l'introduction, trancher, il faut être sans pitié, de temps à autre. Bon, c'est pour ça que je dis, à chaque fois qu'il amène les sujets, c'est toujours très tranchant. Mais lorsque vous devez tuer quelqu'un dans une organisation, il faut savoir lui donner une belle mort de temps à autre. Pour ça que l'exemple de la mafia est toujours bien. Il va vous zigouiller quand même,
Bon, vous allez être en train de manger un bon plat de spaghettis, le bon vin, mais il va vous zigouiller quand même après. Mais il vous donne une belle mort parce que vous avez eu un super repas et vous zigouille quand même. Et donc, dans vos organisations, quand vous prenez des décisions, en fait, eh ben, c'est un peu comme la mafia. Vous zigouillez les gens. Bon, pas physiquement, mais ça impacte les gens dans l'organisation. Et parfois, dans la pyramide des valeurs, il y en a, vous savez, quand on va prendre chacun nos profils, certains sont un peu plus humanistes, d'autres sont un peu plus sanglants. Ils regardent pas, ils sont sans pitié, quoi. Quand ils prennent une décision, on dit, mais vraiment, lui, il n'a aucune humanité, quoi. Il est dur, lui. Donc, dans nos personnalités, la manière dont nous décidons de zigouiller, de tuer les gens dans l'organisation, c'est lié aussi à notre personnalité. Mais in fine, nous faisons comme dans une mafia, quand nous prenons des décisions, nous mettons en danger la vie d'une organisation, la vie des gens. Donc quand vous croisez la matrice de l'importance de la décision avec vos valeurs personnelles, vous voyez que ça crée parfois des combinaisons très difficiles. Et vous avez des collaborateurs qui vont venir dire « Oui, mais patron, on fait pas ça, quoi. » Oui, non, c'est quand même dur. Notamment les plans de licenciement. On dit « Oui, mais on peut pas. » On dit « Oui, mais j'ai pas le choix. Mon PNL n'est pas bon. Eh ben, je dois liquider. Je dois zigouiller des gens. » Alors, le terme n'est pas très à propos, mais je crois que Dominique a quelque chose à dire en réaction. Il y a un micro dans la salle. Mais une organisation, vous allez voir que c'est une mafia. Lors d'un conseil d'administration, une des filiales avait un très bon résultat, au terme duquel le conseil a décidé qu'elle devait downsize de 25% son effectif. Il n'y a pas de raison, mais on était trop nombreux. Donc, ils ont dit au DG, il faut réduire ton effectif de 100 à 75. DG s'est débattu, sursauté, sauté, roulé, pleuré, arraché les cheveux. Il faut quand même des downsize de 75. Et elle a fait. Et puis c'est tout. Décision difficile pour le DG. Très difficile. Parce que comment il explique ça aux collaborateurs? Surtout qu'il y a un bénéfice qui est fait en fait. Eh oui. Et pas des moindres. Nous aussi, lors d'une décision stratégique récente, on devait libérer un pays. Sauf qu'on a traité le dossier jusqu'à un certain point, arrivé quelque part, il faut aller dire aux autorités qu'on va libérer la filiale dans le pays. On est parti. On a fait toutes les salamalek. On s'est excusé parce qu'on est venu un peu en retard, qu'ils ont appris une nouvelle, mais c'est ça. Donc, on vous dit que vraiment, c'est le cœur serré. Vraiment, le cœur en peine, déchiré en deux. Mon acolyte et moi, qu'on est obligé de partir. Sauf qu'à la fin, l'affaire s'est pas faite. Donc, c'est nous deux encore. On allait voir les mêmes autorités pour dire que vous avez vu. Ils sont mauvais, les gens là. Ils ne veulent pas de vous. Mais nous, on est là. On reste. Et on vous aime tellement qu'on va développer. D'ailleurs, on avait fait venir un nouveau DG. On va faire des trucs et tout. Décision stratégique. On est obligé de faire ça. On a fait volte-face. La même bouche qui a dit qu'on s'en va là. Elle veut nous dire que non, finalement, on va plus. Puis il n'y a rien. On dort bien. Puis il n'y a rien. Eh ben, merci. Vous voyez ce que vient l'histoire que raconte Dominique en si peu de temps nous montre plusieurs facettes et plusieurs formats dans la décision. C'est pour ça que je dis, on fonctionne comme une mafia en fait dans une organisation. La même personne qui quelques mois avant dit je m'en vais, vraiment, j'ai mal au cœur, je m'en vais, c'est pas ma faute, mais c'est très difficile, revient quelques semaines après pour dire vraiment, je reste quand même, c'est dur mais je reste quand même. Et il faut faire avaler la décision. Vous dites à vos collaborateurs, on a gagné plein d'argent, mais quand même, on doit vous virer. Et vous avez la main sur le cœur, c'est dur, vous savez vraiment, c'est pas ma faute, je sais que vous avez travaillé dur, on gagne beaucoup d'argent, mais quand même, je dois virer 25% du personnel. Vous avez tué 25% du staff, hein. Vous avez tué 25% de gens qui ont des familles et tout ça, mais vous avez pris quand même la décision, et Herman, qui a probablement
Non, si tu permets, Didier. Peut-être qu'il y a une partie de l'histoire que déjà Dominique n'a pas racontée. Parce que parmi les gens qui devaient être licenciés, il y avait sa copine. Et donc, s'il considère comme sa copine, je vais dire. Donc il appelle pour dire, mais déjà, c'est pas possible, on ne peut pas me virer. Donc elle a dû lui dire, c'est pas moi qui ai décidé, c'est le conseil d'administration qui a décidé. Et ça, c'est encore pire. Donc elle n'a pas rendu cette partie émotionnelle de la chose. Donc quand tu dois dire à une personne qui sait qu'au moins si j'appelle Dominique, on va me sortir de la liste. Bref. Non, mais ça peut être très violent. Et en fait, quand je dis l'image de la mafia, c'est qu'en réalité, les décisions que nous prenons, parfois nous pourchassent. Freddy est dans la salle. Freddy, hier tu racontais l'histoire de la Guinée où on est venu brûler ta maison. Pour une décision que tu ne pouvais pas prendre. Parce qu'en gros, c'est qu'on te demandait de l'argent que tu ne devais pas, mais tu devais payer quand même. Donc c'était une stratégie de rançonnage en fait. Donc l'État voulait te rançonner comme une mafia, et toi tu dis je ne paye pas. Et finalement on est venu cramer ta maison. Donc dans les décisions que nous prenons, quelle que soit la hiérarchie de la décision, n'oubliez pas qu'il peut y avoir aussi un risque personnel, un risque physique. Et donc quand une organisation, vraiment, c'est pas négatif, hein, mais quand je dis une mafia, c'est qu'une mafia a des règles. L'entreprise, il y a des règles. Et on dit, si je te prête de l'argent que tu ne me rembourses pas, je te zigouille. Dans l'entreprise, on dit, si je t'embauche, je te paie un salaire, mais que tu ne performes pas, je te fais partir. Si demain tu performes quand même, mais il y a une décision stratégique où on dit, on doit protéger un territoire parce qu'il y a un autre clan qui veut conquérir ce territoire ou qui veut prendre ce territoire, je te zigouille quand même, eh ben je te zigouille quand même. Donc, dans vos processus de décision, qui sont parfois difficiles, n'oubliez jamais qu'il y a une composante personnelle, humaine, que vous devez factoriser. L'exemple de Freddy, la dimension humaine et personnelle est très importante parce qu'on vient jusqu'à attenter à sa vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que vous soyez dans une organisation harmonieuse où tout se passe bien, le conseil d'administration est génial, le comité de direction est top, les employés sont super sympas, n'oubliez jamais qu'à un moment donné, vous pouvez vous retrouver au cœur d'une tempête ou une décision difficile à prendre qui peut vous affecter, vous personnellement, affecter vos collaborateurs ou votre écosystème. Donc, à chaque fois que vous prenez cette pyramide, que vous la remettez ici, ajoutez la dimension humaine. Parce que cette dimension humaine est capitale. Évidemment, l'exemple que donne Dominique, elle dit, bon, vraiment, pardon, mais on revient quand même, on vous aime. Bah, il y a une dimension affective qu'elle met dans le dispositif, qui fait que même si les gens disent, bon, ils reviennent quand même et disent, ah, mais vraiment, on vous adore, on va faire mieux, on va faire plus. C'est pour ça que je dis souvent, quand on prend une décision qui est difficile, il faut toujours mettre la forme. Mettez la forme. Parce que la forme vous sauvera. La forme comporte une dimension émotionnelle qui permet à vos collaborateurs ou les acteurs que vous avez en face de se dire, bon, c'est une décision difficile, mais on sent que ça lui fait mal. Quand votre bourreau, quand on vous fait prisonnier, ce que je ne vous souhaite pas, vous êtes dans une prison, le geôlier qui vient vous torturer, il va quand même vous torturer, hein, mais il dit vraiment, mon frère, c'est pas ma faute, je suis obligé de te torturer quand même. Il va vous torturer quand même, mais à la fin vous dites, bon, c'était un geôlier sympa. Mais dans le fond, il n'est pas sympa du tout, parce qu'il va vous torturer quand même. Mais quand on vous libérera, vous direz, ah, il me torturait, mais quand il venait, il montrait de l'empathie, on sentait que c'était pas lui, qu'il fallait qu'il le fasse, mais il le faisait quand même.
Et donc, dans les décisions, même si on peut être sanguinaire, on peut être sanglant dans la décision, on peut être très dur, on ne tourne pas autour du pot, il faut mettre la forme, parce que finalement, la forme, c'est ce que la personne va garder à l'esprit in fine, même quand vous l'avez liquidé. Et donc, dans les processus de décision, je suis certain que c'est structuré quand même quand vous prenez une décision, mais c'est encore mieux de regarder le processus et de se demander à quel moment du processus on a des faiblesses. Parce qu'à un moment donné du processus, on peut être très faible. Quand on commence par dire il faut qu'on comprenne la situation, évidemment c'est facile. Ensuite, bien définir la problématique, les objectifs, faire le diagnostic, les alternatives, les évaluer, prendre la meilleure, l'implémenter et revenir au point de départ. Généralement, il y a la partie où on se dit, on évalue l'impact, est-ce qu'on a bien fait, on n'a pas bien fait, et on réingénière. Dans tout ce processus, dans ceux qui ont eu à prendre des décisions, à quel moment donné, quand vous vous êtes dit, j'ai pris une mauvaise décision, à quel moment pensez-vous que vous avez mal posé votre problème? Parce que ça, c'est important. Je sens que vous avez faim, en fait. La décision, c'est de manger ou de ne pas manger. Quel est notre problème ici, là? La situation, c'est que nous avons faim, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'on a une session quand même qui est en cours. Les objectifs, c'est qu'on a payé pour venir ici quand même, pour prendre quand même de la matière avant de repartir, n'est-ce pas? Et le problème qu'on a, c'est qu'on a faim, mais on doit quand même bosser parce qu'on a payé et partir avec des outils qui vont nous aider quand on va rentrer ou qu'on va sortir de la salle et prendre une décision. Les alternatives, c'est quoi? On arrête et on va manger, et on arrête la formation, et on a raté peut-être une demi-heure de contenu qu'on va peut-être pas rattraper après. Ou on reste, on a fait, on reste quand même. Mais la faim creuse tellement qu'on ne sait même plus ce qu'on doit faire, en fait. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, dans un processus, c'est toujours ça. On est pris entre plusieurs éléments, des contradictions, et on se dit, on a évalué le problème, et après, il y a l'intuition. Hein. On dit, mon intuition, c'est quand même, il faut qu'on reste, il faut qu'on termine, quoi. Il faut qu'on termine ce truc avant d'aller manger. Mais dans vos décisions, quand vous prenez la chaîne, à quel moment vous dites, sur cette partie de la chaîne, je suis faible? Qui peut me donner un exemple? Faut pas que je rate cet avion. Faut pas que je rate cet avion. Vraiment, faut pas que je le rate. Mais dans une organisation, vous avez par exemple les lignes de produits. Vous faites des biscuits, vous faites des chocolats. Vous avez une ligne de production. Une seule ligne qui fait les deux. Vous avez des distributeurs qui vous réclament les produits. Où sont les produits? Où sont les produits? Où sont les produits? Quel est mon problème? Est-ce que mon problème, c'est la capacité de production? Oui, probablement. J'ai une capacité de production qui fait que j'arrive pas à sortir assez de produits pour les livrer, n'est-ce pas? Ou mon problème, est-ce que c'est de satisfaire mes distributeurs? J'ai un problème. Les distributeurs m'appellent. Mais où sont les produits? Les clients réclament les produits. Je suis en usine, ça tourne à 100%, capacité de production. J'ai un problème, lequel? Ou j'ai des problèmes?
Ah, vous avez faim là. Qu'est-ce qui... Satisfaire les clients. Parce que quand on split les choses, le fait de satisfaire le distributeur n'est qu'une solution intermédiaire. L'objectif, c'est de vendre. Donc, il faut que le produit soit à la disposition du client et soit payé par le client. Ok. Donc, vous dites, mon problème, c'est de satisfaire le client. Le distributeur, s'il ne distribue pas votre produit, est-ce que vous pouvez satisfaire le client? Ok. Ah bon, bah, comme on m'a pas dit le nombre de temps dont on disposait, il nous reste 10 minutes. Non, c'est pas ça. Ils ont fait en plus. Alors, le distributeur, c'est le point d'entrée de mon produit. S'il ne distribue pas mon produit, le client ne l'aura pas. Donc, si je me fâche avec mon distributeur, je peux produire, mais le client n'aura pas le produit. In fine, c'est vrai, c'est le client que je dois satisfaire, mais j'ai une première barrière, c'est celui qui va lui emmener le produit. Donc, si le distributeur me déférence, mon produit est mort parce que je ne peux pas le distribuer. Donc, effectivement, in fine, j'ai un problème de client, mais j'ai un problème de mon distributeur. N'est-ce pas? Que je dois satisfaire, mais ma ligne de production est au max, je ne peux pas produire plus. Qu'est-ce que je fais? Bon, c'est les études de cas que vous avez. Oui, allez-y. Oui. Est-ce que peut-être, bon, je sais pas, peut-être le problème, c'est pas plutôt ma capacité à satisfaire un peu donc disons le distributeur qui est en face de moi. Donc du coup, en fait, c'est plus un problème peut-être d'améliorer un peu ma capacité de production, donc pour faire face en fait à cette demande qui est là. Hein, parce que si cette demande n'est pas satisfaite donc de mon distributeur, donc c'est vrai que au bout de la chaîne, le client ne sera pas satisfait. Et donc, du coup, en fait, ce que je risque, c'est que mes distributeurs, à terme, ils vont aller chez le concurrent, peut-être qu'il a une capacité à plus délivrer que moi. Oui, vous avez raison. Si mon problème, c'est de satisfaire le distributeur qui m'appelle et le client in fine, c'est que ma capacité de production ne peut pas répondre à sa demande à lui, ni à celle du client. Donc, je dois régler ma capacité de production. Mais en fait, j'ai dans un même sujet. Et puisque vous êtes dit, oui, ma capacité, c'est ça que je dois régler aujourd'hui, absolument, pour répondre à ma chaîne d'activité, yes, j'ai identifié mon problème. 4. Diagnostiquer le problème. Une fois que j'ai dit c'est ma capacité de production, il s'est absenté, qu'est-ce que je fais avec ma ligne de production? Donc, c'est pour dire en fait qu'à chaque fois qu'on prend un point dans le processus de décision, il y a des sous-points qui apparaissent. Et c'est pour ça que c'est pas si évident, effectivement, d'arriver à la bonne décision si on n'a pas, dans chacune de ces étapes, imaginé les différentes cases pour cocher la bonne. Parce qu'une fois qu'on a coché la mauvaise, ça influence tout le cycle et à la fin, on prend la mauvaise décision. Qu'on peut prendre vite parce que dans tout ça, the clock is ticking. The clock is ticking. On n'a pas l'éternité pour prendre une décision. Et c'est ça le problème d'une décision. Et parfois, on prend une mauvaise décision parce qu'il faut la prendre très vite. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder cette matrice que vous pouvez utiliser, bon, qu'ils utilisent dans les MBA. Parce que dans la décision, il y a 2 questions qu'on se pose souvent. How risky is that? La décision que je prends, quel est le niveau d'exposition auquel je mets ma compagnie ou ma propre situation? Le risque est-il élevé ou est-il faible? Selon le niveau de risque que la décision va occasionner, il faut savoir comment faire la décision et s'il faut aller vite ou pas trop vite.
Deuxième question, est-ce que la décision que je prends est irréversible? Donc, le niveau de risque et l'irréversibilité de la décision sont des facteurs importants dans le processus. Si le risque est très élevé, et ce n'est pas réversible, là on est à poil. C'est-à-dire quand vous prenez la décision, vous êtes à poil si ça tourne mal. Et c'est pour ça que dans la matrice, on nous dit bien, analysez très très bien. Prenez votre temps avant de prendre la décision, sinon vous êtes mort. Donc, quand on a une décision à prendre, à quel niveau de la matrice sommes-nous? Si la décision est réversible, bon, ça change pas la vie de l'organisation. Allez, on peut toujours dire bon, on s'est un peu trompé, on revient. Bon, le risque est élevé, on peut aller vite. You can move fast. Mais si vous positionnez la décision dans la mauvaise case, vous êtes mort. Si on est en bas, à gauche. Donc, une décision, effectivement, elle peut être stratégique, opérationnelle, tactique, mais quelle que soit la catégorie de la décision, ici, vous vous retrouverez toujours ici. Et c'est en ça que c'est très important. Et parfois, comme on dit, parfois, vaut mieux ne pas prendre de décision. Évidemment, c'est une décision aussi, hein, qui peut s'avérer être pire que d'en prendre une qui peut être tout aussi pire. Et je suis sûr que ça vous arrive parfois. On dit, il ne faut pas prendre de décision là. Là, je sens pas le truc. Et pourtant, on a analysé le problème. On a fait le cycle, on a positionné ça ici, puis on a dit, on sent que c'est pas, que le truc est pas mûr, quoi. On ne peut pas prendre de décision et on décide de ne pas décider. Mais il faut payer le prix aussi après. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de se dire, bon, là, c'est trop chaud. Il ne faut pas décider. On sait ce qu'il faut décider, mais il ne faut pas qu'on décide. Donc, cette matrice est importante. Et en conclusion, puisque le temps est court, pour ne pas exemplifier trop, c'est que, comme il dit, c'est les tips, c'est les petites astuces. Finalement, certains dirigeants vous diront, bien sûr, on a analysé tout le processus, mais l'intuition que j'ai, c'est que ça ne va pas fonctionner, ça. Ou ça va fonctionner. Ça vous arrive, non, l'intuition. Vous dites, mon intuition me dit, en fait, l'intuition, c'est pas du hasard. C'est l'accumulation d'expériences. Quand on dit j'ai une intuition, c'est parce que, à force de traverser des situations, on finit par avoir des réflexes et notre cerveau commence à se dire ça c'est plutôt comme ça, je le sens pas comme ça parce que l'expérience m'a entraîné à prendre des décisions bonnes ou mauvaises, mais finalement la première case, learn from experience, c'est extrêmement important. Et évidemment, l'expérience, comme on dit, c'est avec le temps. Donc, les bonnes décisions comme les mauvaises que nous prenons, c'est finalement avec le temps qu'on se rend compte que on aurait dû faire autrement. Donc, les tips, c'est learn from experience. Remain skeptical. Et ça, c'est toujours notre capacité à nous challenger, nous interroger. Quand on veut prendre une décision et qu'on se dit c'est la bonne décision, mais il faut que je me fasse challenger encore un peu, quoi. Ou que je me challenge moi-même. Quand on dit run skeptical, c'est que quand on prend une décision, on va dans le mur. Hein. Donc quand on va dans le mur, posons la question, est-ce que c'est bien d'aller dans le mur, quoi, quand même? Est-ce que c'est bien d'aller dans le mur? Et donc ça aussi, ça nous rewind, on rewind, dit bon, c'est pas mal, mais on n'y est pas, quoi. Les options, bon bref. Tout ça pour dire, effectivement,
La décision, c'est quelque chose qui est extrêmement simple dans l'absolu, mais le processus est beaucoup plus complexe lorsqu'on n'y met pas un peu de forme. Même quand on met de la forme, c'est assez complexe. Mais après, il faut qu'on assume les conséquences de la décision. Et là, c'est encore autre chose. Quand vous prenez une décision, soyez sûr d'en assumer les conséquences. C'est pour ça quand on dit, mais tu as pris la décision ou pas? Oui. Et donc, quand vous êtes prêt à assumer les conséquences, vous prenez la décision également en conséquence. Et c'est très important, parce qu'in fine, et c'est toujours l'image de clôture, que ce soit votre boîte ou celle des autres, quand vous prenez la mauvaise décision, bon, vous savez ce qui se passe. Bon, merci monsieur, au revoir avec ou sans chèque. Et on dira, bon, bah, comme vous-même, vous prenez des décisions vis-à-vis de collaborateurs, on leur dit toujours à la fin, bon, bah, c'est rien de personnel, hein, c'est que du business. Et c'est pour ça que je dis, l'entreprise, c'est une mafia. Même si on ne se le dit pas, on essaie d'être vertueux, on dit, voilà, c'est un corps organisé, c'est super, on est gentil, on crée de la richesse, on développe les ressources humaines, on développe les talents, c'est collaboratif, c'est top, etc. Mais c'est une mafia qui est violente. Et donc, quand c'est violent, c'est dans la décision que c'est violent. Et donc, in fine, c'est le parrain qui dirige. Et à chaque niveau, vous avez des parrains qui vous diront toujours, c'est rien de personnel, mais c'est simplement du business. Donc, quand vous prenez vos décisions, c'est pas personnel, c'est du business, mais mettez un peu la forme, parce que ça, après, ça vous aide un peu à avoir des gens gentils autour de vous qui viennent pas brûler votre maison, comme chez Freddy. Bon, donc voilà un petit peu l'échange que je voulais qu'on ait sur la prise de décision. Merci beaucoup Didier Akwete pour cette présentation. Ces enseignements pratiques et profonds, on a été vraiment honorés de vous recevoir aujourd'hui. Merci à vous. Donc encore un tonnerre d'applaudissements pour Didier Akwete, s'il vous plaît. Merci. Parce que la qualité le fait qu'on aille en pause déjeuner dépend de la qualité de vos applaudissements. Hein, donc, il y a une décision à prendre. Alors, on va prendre peut-être 2-3 questions avant de libérer Monsieur Akwete. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il faut profiter, hein. Il y a une question au fond. Merci beaucoup. A mind blower, si je peux dire ça comme ça, au moins de savoir que il y a tout un processus pour la prise de décision et qu'il faut en être conscient. J'aimerais rapidement que vous reveniez sur les tips, les 9 tips, et je crois que c'était le tips 4. Argue it out. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir là-dessus assez rapidement? Qu'est-ce qu'on doit considérer à ce niveau-là, s'il vous plaît? Merci. Alors, argue it out, c'est, les Anglais disent to argue, c'est défendre des positions, c'est argumenter, c'est challenger. C'est-à-dire, une fois que vous avez dit, voici les options, il faut challenger les options. Parce que finalement, vous savez, c'est difficile, la décision c'est dur, hein. Dans nos organisations respectives, on prend c'est pour ça que j'ai commencé en disant, qui est-ce qui prend des décisions difficiles? Mais en fait, toutes les décisions sont difficiles. Parce que en termes, bon évidemment, si on dit, allez, on choisit le poulet ou le poisson, bon, une fois qu'on a mangé le poisson, ça n'a pas changé notre vie. Mais si vous êtes allergique aux crustacés, qu'il y avait des crustacés à côté du poisson, vous retrouvez à l'hôpital, la décision finalement vous aurait été fatale, mais c'est parce que vous ne saviez pas. Mais c'est une décision qui est simple. La cantine. Quand je parle de bouffe, la cantine, c'est un gros sujet dans les organisations. C'est des patrons qui sont tombés à cause de la cantine. Parce que les employés sont mécontents quand ils vont manger le midi. Et à la fin, ça devient un vrai sujet de management. Et on dit, ah non, et vous faites les sondages dans les entreprises, qu'est-ce qui va pas? Et les gens disent, la cantine. Et vous dites pas, vous pensez à l'organisation, vous pensez à la stratégie, mais ils disent, non, la cantine. On mange mal le midi ici. Et finalement,
vous tombez parce que les gens mangent mal. Manger, c'est important. Et donc, toute décision, en fait, qui peut paraître mineure dans nos cycles, peut finalement nous coûter beaucoup. Comme la cantoche. Et quand on a les alternatives, il faut les challenger. Donc, la phase 4, c'est effectivement challenger les alternatives que vous avez sur la table. Parce que quand vous challengez les alternatives, ça vous réouvre en fait l'espace de discussion. Et donc, bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais je peux jeter sur la table une option, disons, qu'est-ce qu'on décide? Et là, nous sommes nombreux, vous allez voir qu'au bout d'une heure, on n'aura peut-être pas décidé. Parce que chacun a son approche du contexte, a sa compréhension du contexte, chacun a l'impact qu'il va subir, en fait, par rapport à la décision, et parfois, vous avez dans l'organisation des impacts externes que vous n'imaginez pas, comme quand vous virez quelqu'un, la décision de virer quelqu'un. On en avait parlé la dernière fois. Vous virez quelqu'un, alors qu'en fait, son oncle est un des plus gros actionnaires. Ou son oncle est un des plus gros déposants. Ou un des plus gros clients, ou un des plus gros grossistes. Vous faites des FMCGs. Pour vous, vous virez quelqu'un parce qu'il n'est pas performant, et puis on dit zut, il va retirer ses dépôts de la banque. Ah zut, le conseil d'administration a dit en fait, il faut avoir la tête du DG, on ne sait pas pourquoi, mais il faut avoir la tête du DG. Parce que, dans l'analyse de l'environnement, on a oublié, quand on a mis les options, que peut-être celui-là qu'on allait virer, même si on va le virer quand même, il est proche de tel et tel et tel, et que peut-être il aurait été bien de prévenir telle personne en disant on va le virer, on va lui trouver une solution, on va le virer quand même, on va lui trouver une solution, mais on vous prévient quand même. Ça passe mieux. Donc, c'est un peu ça en fait, c'est challenger les alternatives. Ok, merci. Une autre question? Merci Didier. Je voudrais poser une question, parce que de toute façon, nous sommes payés pour prendre des décisions. Je dis souvent que à chaque fois que quelqu'un entre dans nos bureaux, c'est pour qu'on prenne une décision. Le téléphone, c'est pour qu'on prenne une décision. Mais est-ce qu'il n'est pas parfois bien de différer certaines décisions, en rapport d'ailleurs avec le point 5, du fait du contexte, de l'environnement ou des réalités du moment? Oui, absolument. Absolument. C'est pour ça que c'est bien de revenir ici. Le timing. En fait, il y a ça. Bon, il y a un slide que je n'ai pas regardé. Effectivement, si, par rapport à cette matrice, imaginez que la décision, ici, puisse remettre en cause ou en question la vie de l'entreprise. Est-ce que le fait de différer la décision nous permet de sauver quelques mois? Ou est-ce que le fait de ne pas différer la décision nous fait couler tout de suite? Exemple, réglementation bancaire. Parce qu'il y a beaucoup de banquiers, je crois, dans la salle, non? Non. Qui est dans le secteur financier? Ah, il n'y en a pas tant que ça, cette fois-ci. Il y en a quelques-uns. Bon. Quand vous avez ce qu'on appelle l'épée de Damoclès sur la tête, on dit, si vous ne faites pas ça, en gros, c'est la mort assurée. La mort, c'est sous quel délai? Est-ce que vous allez mourir dans 2 jours, dans 3 semaines ou dans 2 mois? Si vous allez mourir dans 2 mois, que vous n'êtes pas sûr de la décision, effectivement, il ne faut pas la prendre. Si vous allez crever demain, ou aujourd'hui, il vaut mieux la prendre, parce que vous allez crever quand même, en vous disant, j'ai peut-être une chance d'être sauvé, puisque je vais mourir aujourd'hui, je prends quand même la décision, et je vais peut-être être sauvé. C'est comme quand il y a le feu. Il ne faut pas que ça nous arrive. Quand il y a le feu est dans la pièce. Vous êtes au 4e étage, ou allez, au 10e étage. Vous étouffez. De toute façon, vous allez crever. On dit les pompiers arrivent. Ils arrivent, vous entendez les sirènes.
Ils arrivent. Ils finiront par arriver. Mais la question que vous posez, est-ce qu'ils vont arriver avant que je ne meure? Vous vous souvenez de September 11? Les gens qui ont sauté du 100e, 200e étage, ou je sais pas Est-ce que c'est tragique? Ils n'avaient pas envie de mourir, ces gens-là. Mais il y avait tellement le feu, la chaleur monte à 100, 200 degrés, la fumée. Et vous dites, les pompiers vont peut-être jamais arriver. Je saute, peut-être qu'en sautant, je sais pas, mais je saute quand même. Donc, la durée de vie de l'organisation, ou la décision, effectivement, le moment où on va la prendre, dépend de la durée de vie dont nous disposons. Effectivement, si on est sûr de ne pas mourir aujourd'hui, on attend, parce qu'on n'est pas sûr du coup. Si on va mourir, on essaie quand même. Je saute par la fenêtre en me disant peut-être qu'il y a de l'eau ou un bac à sable où ils ont peut-être mis un trampoline, je vais tomber dessus et je vais survivre. Mais clairement, je ne vais pas crever dans le feu ni la fumée parce que je sens que la fin est proche. Ouais. Merci beaucoup Didier. Et on va prendre la dernière question. Donc DG Constant, allez-y. Oui, c'est juste peut-être attirer l'attention sur un point. Qui prend la décision? Il peut arriver, selon le secteur d'activité, que une décision qui peut paraître anodine fasse couler la boîte. Et donc, faire attention dans le schéma de prise de décision pour qu'il y ait les bonnes habilitations. Quand je prends notre secteur des assurances, par exemple, prendre la décision de signer un contrat alors qu'on n'a pas bouclé la réassurance, ça met en découvert l'entreprise et ça peut être catastrophique. Donc, il y a des décisions opérationnelles qui peuvent paraître simples, mais dont les conséquences peuvent être énormes. Donc, peut-être bien cloisonner et tenir compte des habilitations pour ne pas permettre à n'importe qui de prendre n'importe quelle décision. Oui, c'est un très bon point que vous faites. Et ça nous ramène à ça, parce qu'effectivement, l'interaction, il aurait été bien effectivement de mettre des flèches en haut et de haut vers le bas et du bas vers le haut. Effectivement, les interactions dans les décisions par rapport aux différentes parties prenantes est extrêmement importante. Et vous avez raison. C'est pour ça que j'aurais bien aimé reprendre le schéma des stakeholders, mais que je pourrais ajouter dedans. Ou pareil, quand vous prenez la décision, effectivement, l'interaction entre les parties prenantes peut être fatale à l'entreprise. Et vous avez raison de mentionner ce point. Et finalement, ceux qui sont en bas, bon, je parlais exemple de la cantine, mais en fait, c'est ceux qui sont en bas qui font sauter le DG, parce qu'en bas, ils disent, le DG, lui, va bouffer, rester tous les midis, à l'extérieur avec les clients. Nous, il nous fait bouffer à la cantine, c'est dégueulasse, et il n'en a rien à cirer. Et donc, le siège éjecte par le bas, comme d'habitude, mais c'est par le bas que la décision est venue finalement, effectivement. Très bien, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on va se lever pour remercier Didier Akouete. Standing ovation. Enfin, je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très